pense que beaucoup de jeunes ont voté pour Emmanuel Macron et en fait aujourd'hui moi par exemple j'ai voté pour Emmanuel Macron et je me sens je me sens trahi en fait. J'ai l'impression que finalement il a fait des promesses à gogo pour être élu et oui c'est ça la politique, d'un autre côté il faut être élu et tout machin, mais enfin c'est un patron libéral et tout machin, le président des riches comme ils disent certains, mais enfin je pense que ouais il faudrait qu'il aborde plus ces thèmes sur la jeunesse parce que on est le futur en fait, on est l'avenir en fait. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et très bonne année. On est ravis de vous retrouver pour la nouvelle saison d'Open Mic. Et cette semaine, au cœur de l'actu, évidemment, le grand débat national et la lettre d'Emmanuel Macron aux Français, Maximilien. Oui, et la lettre d'Emmanuel Macron d'ailleurs, on y reviendra dans l'édito qui va suivre tout à l'heure. Mais en attendant, on vous parle un peu du concept de l'émission. Pour cette première de cette saison, on a décidé de faire un peu notre AG, notre propre grand débat national, pour se poser la question auquel les invités vont tenter de répondre ce soir. Que veulent vraiment les jeunes de notre génération? Voilà, et on a 6 invités pour en parler. Effectivement, et on va les retrouver tout de suite pour parler de ça. Mais surtout, vous, n'hésitez pas à participer à l'émission sur les réseaux sociaux via le hashtag RT Open Mic. On vous attend. À tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Bon, bienvenue dans Open Mic pour cette nouvelle saison. Donc ce soir, on va faire notre propre grand débat national en prenant toutes vos contributions. On est ravis de vous voir. Et donc... Bonsoir à tous. Et donc on a avec nous Sébastien Ramage, donc tu es réceptionniste et gilet jaune. On a Louis Boyard qui est président de l'UNEL. Et à côté de toi, on a aussi Marc-Antoine Ponel. Donc toi, tu es coordinateur Île-de-France de Génération Nation. Donc ça, c'est les jeunes qui sont du côté du Rassemblement National, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et par ailleurs, on est très heureux d'accueillir Philippe Lost, porte-parole des Foulards Rouges. Alors vous êtes un peu, pour qu'on situe, alors on va dire quoi, les critiques des Gilets jaunes, c'est ça? On peut dire? Nous, on est déjà avant tout les critiques de la violence et de la casse qui se passe actuellement avec les blocages. Et on voit encore plus les commerçants qui font leur cri d'alerte à Toulouse et à Bordeaux. Donc déjà de revenir à un état de droit et d'arrêter des blocages puisque ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et puis derrière, effectivement, il y a eu une dérive, voire une manipulation, puisqu'on a, je ne vous ferai pas un scoop, mais on a quand même des anciens gilets jaunes qui nous rejoignent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dérive presque totalitaire de la mainmise médiatique et presque sur la démocratie actuelle des Gilets jaunes. Le débat de manière très mesurée. Le débat est lancé, ça y est, c'est parti. On va y revenir. Effectivement, on organise la marche du 27 janvier. Il est en moment donc on invite tous les jeunes de Paris et Île-de-France en particulier, mais aussi toute la France, puisque ça en vient de toute la France, de se mobiliser pour notre République et la démocratie. Très bien. Et alors, un dernier invité, Mathieu Gariel. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Toi, tu es militant La République En Marche. Exactement. C'est bien ça. Ok. Eh bien, merci beaucoup. On est ravis de vous recevoir donc. Et puis, donc, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Oui. Ah oui, et on oublie Alexandre Lacroix, c'est les aléas du direct, chers téléspectateurs. C'est le début, on doit se chauffer, hein, c'est le début de la saison. Hein. Donc, Alexandre, on peut se remettre dans le bain. Voilà. Ça va aller, donc, Alexandre Lacroix, qui est juriste et membre du Cercle Droit et Liberté. Alors, on est ravis de te recevoir parce que, en fait, bien évidemment, on va parler réforme des institutions ce soir, sujet absolument incontournable pour ce grand débat national. Et on espère avoir ton expertise pour parler RIC, pour parler référendum. Avec plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, pendant toute la durée de l'émission, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTOpenMic. Et on commence, c'est parti. Mais avant de commencer, Max, donc du coup, on va te laisser réagir sur la fameuse lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Ce sera l'édito de la semaine, du coup. Oui, alors, cette lettre d'Emmanuel Macron, on va dire que c'est un peu un subtil tour d'illusionniste, puisqu'il s'est fendu d'une lettre aux Français le dimanche 13 janvier. Et dedans, il emploie un peu la technique du « regardez ici et surtout pas là pour que je puisse faire mon tour ». Alors, cette lettre, vous pouvez la voir défiler à l'écran. Et on y trouve des passages qui, feignant d'être des questions, ressemblent un petit peu à des suggestions, on peut dire. Faut-il supprimer les services publics ?
SMIC? Faut-il baisser les impôts? Y a-t-il trop d'échelons administratifs? Faut-il accroître la décentralisation? Bref, beaucoup de propositions qui sont dans la GOPE, comme on dit, la feuille de route de l'Union européenne avec laquelle le président Emmanuel Macron a maintes fois marqué son adéquation. Mais en même temps, il faut convenir que la fin est plutôt surprenante puisqu'il tend la main aux Gilets jaunes sur d'audacieuses réformes des institutions. Par exemple, la diminution du Sénat. Bon, certes, il les a un peu dans le nez depuis la commission Benalla, mais tout de même. Et puis aussi, une démocratie peut-être plus participative, avec plus de référendums. Bref, Emmanuel Macron ne nous promet pas l'Amérique, mais il ouvre peut-être la Portorique. Alors cette lettre, en fait, est un exercice de communication millimétré, où notre président montre qu'il est à l'écoute de certaines revendications, tout en dirigeant la colère des Français contre les sujets auxquels il voulait de toute façon s'attaquer. Pas bête, Emmanuel Macron. Il ferait un bon candidat au présidentiel. Et d'ailleurs, cette semaine, on a vu un grand débat qui commençait de manière, on va dire, un peu décalée, avec des salles remplies de maires, on va dire, qui ont beaucoup d'expérience, d'un certain âge. Et on avait l'impression qu'ils étaient là pour débattre avec Emmanuel Macron, mais voilà, enfin, ils représentaient quand même voilà, une certaine catégorie de la population, on peut dire. On a déjà vu plus moderne, on va dire. Et donc nous, hier, on est allé à la Sorbonne, place de la Sorbonne, on a rencontré plusieurs étudiants, plusieurs jeunes à qui on a demandé ce qu'ils pensaient du grand débat national. Et on leur a demandé s'ils se sentaient concernés. Finalement, on s'est rendu compte que très peu d'entre eux se sentaient réellement concernés. On s'est même rendu compte que finalement, ils étaient très peu nombreux, voire pratiquement aucun, à avoir lu en entier la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Et donc moi, j'aurais une première question. Ce sera la faute à qui? Est-ce que c'est de la faute, c'est de notre faute à nous, les jeunes qui ne voulons pas faire d'efforts, ou est-ce que c'est de la faute du gouvernement qui n'est pas capable de parler à la jeunesse? Mathieu Yariel? Moi, je pense que c'est ni la faute du gouvernement, ni forcément la faute des jeunes. C'est que, ça fait des années que tout le pays a abandonné le fait de juste vouloir parler politique. Je suis vraiment engagé parce que j'aime parler politique et je suis très triste de voir qu'autour de moi, les gens ne parlent plus politique entre eux. Même avec des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, plus personne. C'est osé de ta part. Je pense que le gilet jaune, c'est quand même justement toute une partie de la population qui s'empare de la question politique. On parle de grand débat national, mais le grand débat national, il est actuellement. Et il n'est pas de votre fait. Il est parce qu'il y a des milliers de personnes qui se sont mobilisées dans le pays pour se faire entendre sur leurs conditions de vie et d'existence. Moi, j'ai juste répondre sur nos attentes vis-à-vis du RIC. Moi, j'en attends pas grand-chose, du débat national. J'en attends pas grand-chose parce que justement, ce débat national, il est à l'antithèse complète de ce qu'on a demandé. C'est-à-dire que nous, on demandait que plus de gens, à travers la proposition du RIC, puissent participer à la politique et que notamment les citoyens puissent proposer leurs sujets à débattre et à l'ordre du jour et les faire voter à la fin. À la place, qu'est-ce qu'on a? On a ce débat national où c'est le gouvernement qui cadre les sujets, qui en plus oriente la réponse, parce qu'on nous dit le but c'est soit de supprimer des moyens dans les services publics, soit de baisser tel impôt, mais pour augmenter l'autre impôt sur le côté. Donc on cadre le débouché au final de ce débat-là à l'avance, et en plus, on va nous faire débattre dans des salles municipales pendant des semaines. Pourquoi? Pour qu'à la fin, ça soit le gouvernement qui ponde une mesure, et Emmanuel Macron lui-même qui décide de synthétiser le débat de centaines de milliers de personnes. Si vous voulez débattre, si vous voulez entendre les revendications, écoutez ce qui se passe dans la rue, écoutez ce que les gens ils exigent. On parle d'augmentation des salaires, on parle de suppression de l'USF, et on parle d'une réforme démocratique, mais qui donne plus de place, non pas aux élus, mais plus de place aux citoyens aujourd'hui qui font de la politique. Enfin, moi, je trouve ça aberrant ce que vous me dites là. On est dans le plus grand moment d'effervescence politique de notre pays depuis maintenant 20 ans, la plus grande des mobilisations sociales, et vous osez nous dire que les gens, ils font pas de politique. Mais ils en ont jamais fait autant. Il faut quoi? Il faut qu'on fasse quoi pour que vous nous écoutiez? Enfin, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que je suis très heureux justement que des gens comme vous aient repris de la parole politique. Parce que ça faisait des années justement qu'on avait laissé un peu les gens juste voter les choses. L'abstention n'arrêtait pas de monter. Plus personne s'intéressait à ce qui se passait. Et aujourd'hui, enfin, je suis heureux de voir que vous ayez... Mais les gens, ils ont toujours eu la parole politique, ils ont toujours essayé de se faire entendre. Les gens, voter et l'abstention. Vous n'êtes pas le premier gouvernement à pas répondre aux revendications populaires et aux craintes et aux besoins des gens. Je veux dire, ça fait des années quand même que... Je pense qu'on confond... alors nous, les Foulards Rouges, effectivement, on défend déjà le respect de ce qui est de notre histoire, c'est-à-dire qu'on a mis en place, nos anciens qui nous ont, suite à la Seconde Guerre mondiale, ils ont mis en place une 5e République
qui a été voté par référendum par le peuple français. Donc on parle bien d'une légitimité du peuple qui a mis en place ce système-là. Après, effectivement, moi, le premier, je considère que tout n'est pas parfait. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut faire évoluer, voire une autre république. Mais on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas de légitimité d'un gouvernement qui a été élu par un système qui a été mis en place par le peuple. Donc c'est ça qui nous dérange, c'est-à-dire que via le système d'un référendum, le RIC, et en plus de ça, les Gilets jaunes, au départ, c'était une problématique pouvoir d'achat, et c'était pas une problématique démocratique et de pouvoir tout court. C'est-à-dire que on a un système qui est en place, qu'il faudrait balayer d'un revers de la main, alors que c'est toute l'histoire de la France, et ça vient bien d'une situation que tout le monde doit assumer. Il y a quand même une forme de responsabilité aujourd'hui qu'il faut amener, que ce soit aux jeunes, et leur expliquer aussi, qu'on ne détruit pas, ou on ne remet pas en cause quelque chose du jour au lendemain. Enfin, c'est pas possible. Marc-Antoine, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord sur la lettre. Quand vous lisez cette lettre, je crois que dans la première ou deuxième page, il y a ce débat doit avoir lieu sans violence ni insulte. Le président de la République, il y a un jour ou 2 jours, il nous dit que des Français déconnent. Non, il a dit les pauvres, il y a certains les pauvres qui déconnent. Certains pauvres qui déconnent. Ouais. Bon. Et d'autres qui s'en sortent, qui se débrouillent bien. Et je ne refais pas la liste des insultes que le peuple français a subies depuis son élection. Bon, bah, ça commence mal pour un débat. Ensuite, comme monsieur a dit, il nous oriente tranquillement en nous disant un coup on peut mettre l'immigration dans ce grand débat, un coup on ne la met pas, on ne sait pas trop où il veut en venir. Et il en parle de l'immigration. Dans la lettre, c'est très clair que tous les sujets peuvent être évoqués. Il y a 4 thèmes et ce sera dans le thème vie citoyenne. Orienté, c'est normal, il faut un peu cadrer le sujet. Il y a eu un débat pour savoir si ce thème qui est quand même fondamental, il serait. Ensuite, une question qui reste, c'est on fait ce grand débat, très bien, mais si les solutions et si les demandes des gens sont à l'inverse total de la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire on veut un rétablissement de l'ISF, on veut, mettons, un retour des frontières, on veut, mettons... mais il n'est pas contre sur le rétablissement de l'ISF. Il l'a dit. Non, il a dit. Mais c'est lui qui l'a enlevé, donc il est forcément contre. Non, l'ISF est prévu, il a été voté. Enfin, moi, je ne suis pas pour Emmanuel Macron, mais il faut être sur les faits. Ce qui a été voté, derrière, c'est que l'ISF... Emmanuel Macron. Mais bien sûr que non. Nous, on juge sur ce qui est voté. C'est-à-dire que ce qui est en place, c'est que l'ISF a été en partie supprimé par l'IFI. Et en plus, ça, il s'est prévu dans la loi que ça a été revu dans 2 ans. Enfin, là, dans 1 an. Donc ici, il faut le revoir avant, du fait effectivement des revendications du gouvernement ou Mais non, mais il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Enfin, non, mais le fait est assumer vos positions, c'est pas de souci. Qu'actuellement, l'ISF est supprimé, etc. Donc je finis. Si toutes les propositions, ou une majorité des propositions, sont à l'inverse de la position d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'un libéral, plus ou moins ultra d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il commence à appliquer une politique, disons, conservatrice, ou est-ce qu'il dissout ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et bien alors justement, en un mot, et après on va passer à la deuxième thématique, Alexandre Lacroix, ça nous intéresse justement de savoir ton avis de juriste sur cette question. Pour toi, quelle est la bonne institution de la République à utiliser dans une situation comme celle-ci où la population française est extrêmement divisée ? Est-ce que par exemple le référendum, c'est une bonne institution ? En démocratie, le référendum est toujours une bonne solution, j'ai envie de dire. On va partir sur les principes très rapidement, vraiment. La souveraineté nationale en France est décrite comme appartenant au peuple, qui l'exerce par ses représentants. Donc il y a des représentants élus. De ce point de vue-là, il n'y a pas de contestation, même si après on doit préciser quand même quelque chose, et par le référendum. Donc le référendum reste quand même une institution clé, et on rappellera quand même que vous parliez de l'histoire constitutionnelle française est très marquée par la pratique référendaire, qu'elle soit à titre personnel, Bonaparte puis après De Gaulle, ou même dans la fondation des républiques. Et le problème des constitutionnalistes de renom comme Bertrand Mathieu l'ont souligné, c'est que maintenant la pratique référendaire est de moins en moins développée. Certains parlent de dissolution. Moi, je veux souligner un truc, c'est que le système politique français est quand même pensé pour un système majoritaire bipolaire. Enfin, une bipolarisation de la vie politique, et maintenant, ce n'est plus le cas. Il n'y a même pas une tripolarisation parfaite, puisque vous avez un camp centriste identifié,
un camp, j'allais dire, de gauche identifié, même s'il peut être divisé en deux partis, mais Benoît Hamon est assez minoritaire. Et surtout, le problème, c'est que vous avez le camp, on va dire, droite conservateur, qui a un électorat qui va de 40%, mais qui se va en 2 ou 3 chapelles. Et si vous faites une dissolution de l'Assemblée nationale avec ce type de paysage politique, le pouvoir en place, en représentant un tiers des Français, ne gagnera ces élections. Donc on aboutira à quelque chose en disant le peuple a tranché, alors qu'au final le la peuple... volonté d'une proportionnelle. Oui, mais Justement, on va rentrer dans le débat des propositions, puisque nous, on est allé à la rencontre des étudiants, justement, pour savoir ce qu'ils pensaient, quelles étaient leurs propositions. On vous montre ça tout de suite dans le micro-trottoir qu'on a enregistré. Le futur de la planète, c'est important, c'est notre futur à nous, c'est le futur de nos enfants. Si on met en place une taxe carbone, elle doit être exclusivement dédiée à l'écologie et pas à d'autres sujets. Je suis en scooter, donc je prends pas les transports en commun, donc j'avoue que c'est pas top. Et il serait temps de faire quelque chose, et notamment la pétition qui a été signée récemment pour mettre en procès l'État contre une exécution face aux dangers climatiques. Pour moi, les priorités, écologie, éducation, parce que l'éducation c'est le plus important pour la société. On a des amphithéâtres qui sont trop petits par rapport au nombre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Peut-être des moyens pour les professeurs aussi, parce que du coup ils ne sont pas assez formés. Ils arrivent dans des collèges, dans des lycées, en ZEP ou quoi que ce soit, comme j'ai fait, qui sont des zones où les professeurs ne sont pas formés pour répondre aux demandes de la population. Donc déjà je pense qu'il faut plus de collèges, plus de lycées dans ces zones-là. On a des professeurs très talentueux, des chargés de TD qui se donnent énormément mais qui sont payés avec parfois 6 mois de retard. Et je trouve pas ça normal, sachant que beaucoup sont des thésards. Et du coup, ils ont besoin d'avoir des moyens pour pouvoir faire leur thèse, etc. Et plus d'aide pour les étudiants. Et bien former les enseignants aussi, c'est vrai que c'est important. Alors justement, lui, moi, je vais m'adresser à toi parce qu'on se rend compte que dans cette lettre, finalement, il y a des mots qui sont assez absents ou quasiment pas présents, comme le mot éducation qui revient une seule fois, alors qu'en fait, on se rend quand même compte, même dans le micro-trottoir, là, que c'est une préoccupation quand même assez importante de la jeunesse. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la jeunesse est le grand oublié de ce grand débat national? Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? C'est pas la grande oubliée du grand débat national, c'est la grande oubliée du quinquennat. Il y a Marxie, on parle un moment de la jeunesse à travers l'école de la confiance, qui est un projet de loi qui a été fait par Jean-Michel Blanquer, et sur lequel 3 semaines avant, il y avait eu à peu près 800 lycées qui avaient été bloqués justement pour protester contre ce projet de loi. Emmanuel Macron, lui, qui devait être le grand candidat de la jeunesse, il faut regarder son bilan à ce sujet. Parcoursup, ça a été un désastre. 120 000 lycéens qui ont dû partir vers le privé, soit 40 000 de plus que par rapport à APB. Vous avez ensuite tous les lycéens qui n'ont pas eu accès à la fac qu'ils voulaient, les 50 000 inactifs, la réforme du baccalauréat où on nous disait qu'on aurait 7 spécialités et finalement on se retrouve à avoir des lycées où il y en a seulement 3. Donc justement, oui, la jeunesse est la grande oubliée de ce débat. Et d'ailleurs, le grand débat, en réalité, ça n'en est pas un. Emmanuel Macron, il a déjà fixé toutes les limites. Tout est déjà décidé. Et nous, ce qu'on demande en tant que jeunes, par exemple, quand on demande de recruter des professeurs, quand on demande d'ouvrir des places à l'université, on ne demande pas à ce qu'ils reculent sur leur politique. On demande à ce qu'ils changent de politique. Aujourd'hui, le ministre qui est responsable de tous les problèmes de la plupart des gens, et c'est pour ça que protestent les Gilets jaunes en défendant le service public, c'est Gérald Darmanin. C'est lui qui est responsable de tous les postes de professeurs qui ont été supprimés. C'est lui qui est responsable de toutes les coupes budgétaires. C'est lui qui est responsable de la hausse des impôts. Donc oui, les jeunes, aujourd'hui, ils sont les grands oubliés. Ils ont des revendications qui sont propres, mais ça va plus loin que ça. Mais attends, mais moi j'ai envie de te demander, finalement, là, il y avait des cahiers de doléances dans les mairies. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont allés remplir ces cahiers? Est-ce que finalement, attends, je finis, est-ce que finalement le président de la République ne vous donne pas l'occasion aux lycéens, aux étudiants, d'exprimer, de dire ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez pour votre avenir, pour vos études, votre diplôme, votre insertion professionnelle. Est-ce que quelque part, les jeunes, on a déjà exprimé ce qu'on voulait. Il y a eu un mouvement qu'on n'avait plus vu depuis 10 ans, qui a été le mouvement qu'il y a eu pendant décembre 2018, où on protestait contre Parcoursup, contre le service national universel, contre la réforme du bac. Finalement, ce qu'on demande, nous, c'est une éducation qui fonctionne bien. Et l'éducation, c'est un service public. Et ce que je veux dire derrière, c'est que les gens demandaient où est la convergence entre jeunes et gilets jaunes. La convergence, elle est là. Elle est qu'on a des gouvernements successifs qui n'ont pas arrêté de dire on va faire une nouvelle politique, mais à chaque fois, ils faisaient des coupes budgétaires dans les services publics et ils voient que rien ne fonctionne. Et alors que ça fait 20 ans qu'on nous sert la même politique, ils s'étonnent de voir les gens qui sortent dans la rue en demandant autre chose. Et ils sont incapables de le comprendre. Donc non, les jeunes ne sont pas les invités du grand débat et ils savent très bien ce qu'on demande. Ils ont juste à l'appliquer. Alors, à entendre Louis Boyard, je crois qu'on comprend très clairement qu'il y a eu quand même des revendications de la jeunesse exprimées ces derniers mois. Est-ce que du coup, c'est vrai que ce grand débat, il ne fait pas un peu doublon alors qu'il y a déjà eu des revendications qui ont été exprimées dans les médias, dans les manifestations, Mathieu Gariel? Moi, je pense franchement que les lycéens aujourd'hui ne sont pas forcément tous engagés
derrière un syndicat. Et je pense que justement, ils auraient plus intérêt à venir dans les débats qui vont être organisés. Parce que c'est un des points de ce qui se passe en ce moment, c'est que vraiment, je le redirais, les gens ne s'intéressaient plus à la politique, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Dans ma fac, les gens se fichent totalement de la politique, plus personne ne parle politique, a envie de voter. Et c'est dramatique. Donc il y a 300 000 lycéens qui sortent dans la rue, on ne peut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Quand on n'a pas de professeur de mathématiques pendant un trimestre et qu'on comprend que c'est de la faute du gouvernement, on ne peut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la politique. C'est pas qu'on ne s'intéresse pas à la politique, c'est qu'on n'est pas en accord avec la vôtre. Quand on est en désaccord, on n'est pas forcément en écart. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'intéressent à la politique, pas parce que c'est une passion, mais parce qu'ils la subissent de plein fouet. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il y a combien de jeunes, enfin juste pour recadrer un peu le sujet, parce que moi, c'est ce qui m'a aussi fait réagir en tant que foulard rouge. C'est la même remarque par rapport aux Gilets jaunes, c'est-à-dire que aujourd'hui, les Gilets jaunes, au départ, c'était 300 000, je prends la masse de départ, qui manifestent effectivement sur une question de taxe carbone. Et au fur et à mesure, après j'en conviens, c'est que des chiffres de la police, mais qui de toute façon ont diminué, ça n'a pas été en augmentation. Donc quand j'entends le représentant de l'UNEL et du Gilet jaune, c'est dans le même pot commun, c'est-à-dire que c'est des gens qui pensent qu'en mobilisant 300 000 jeunes, notamment, ils parlent au nom de la jeunesse, ou ils parlent au nom du peuple. Et ça, je trouve que c'est inacceptable. C'est antidémocratique de dire que moi, je suis un syndicat qui a mobilisé 300 000 jeunes pour en plus bloquer des lycées. Moi, j'en ai vu qui ont été bloqués de force, etc., de parler au nom de la jeunesse. Et ça, c'est pas possible. Et il a fait combien Macron au premier tour de l'élection présidentielle? Oui, mais voilà, ça, c'est exactement la même remarque. C'est exactement la légitimité démocratique. Dans ce cas-là, vous ne respectez pas la 5e République. Non, c'est juste que en fait, la démocratie, elle ne se fait pas une fois tous les 5 ans, et puis basta, on n'en parle plus. J'ai jamais dit ça. Revenez plus tard. Entre-temps, il y a des partis actifs, des forces en mouvement dans le peuple qui vous font part. Alors je dis vous, parce que là je vais tous vous mettre dans un pot commun, j'ai pas le choix, qui vous font part de leurs problématiques, de leurs revendications, et c'est à vous les entendre. Et juste un truc, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de bureaucratie comme dans les science-fiction, dans les films de science-fiction. C'est-à-dire qu'on va dans un bureau, on dit voilà j'ai tel problème, et puis on nous dit ah non attendez, remplissez le formulaire AB35 et allez plutôt parler de... Et là on va dévier sur tout un tas de sujets. Sur l'immigration, je vois pas en quoi c'est un sujet qui a été posé par les Gilets jaunes dans les mobilisations. On va nous demander de faire des débats. On va nous demander de faire des débats sur le mariage pour tous, etc. En fait, on a un gouvernement qui a tout intérêt à dévier les sujets de débat des sujets qui ont été posés à l'origine par les Gilets jaunes, justement en multipliant tous ces différents sujets. Ça permet d'écouter ce que nous on dit dans la rue, ce que eux ils disent aussi, parce que voilà, le débat sur l'éducation, effectivement, il est absent. Il n'existe pas. Donc, il y a ce que nous, on a posé sur le pouvoir d'achat, sur la répartition des richesses, sur la démocratie, ce que eux ont posé sur les conditions d'études, et on aimerait bien parler de ça. Et en fait, on ne trouve personne en face, jamais. Et à chaque fois, on nous renvoie vers un futur débat, une commission, un truc comme ça. Un petit aspect juridique, je vais prendre un exemple tout bête, parce que voilà, monsieur, vous dites, vous n'aimez pas la casse, vous n'aimez pas le désordre. Je suis juriste. Personnellement, je n'aime ni la casse et j'aime l'état de droit. Personne n'aime ça. Hein. Voilà. Bon, très bien aussi. Je suis heureux d'entendre l'UNL dire être attaché à l'état de droit. Ça fait 2 mois. L'état de droit, par exemple, une des demandes, c'est le RIC. Dans le RIC, si vous avez une procédure comme ça, tout ce qui est gouvernement de la rue, manifestation et tout ça, perd de sa légitimité. Parce que les gens qui vont dans la rue, qu'est-ce que vous leur faites? Mais pourquoi vous faites ça? Vous signez une pétition à 500 000 et vous faites passer une loi. Donc si on a ce droit opposable à un référendum, et moi le RIC, je le qualifie, c'est un impensé du droit constitutionnel, mais quand on y pense, c'est une évidence. C'est-à-dire, vous prenez le texte de la Constitution, l'article 3 sur la souveraineté, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants, donc il ne faut pas non plus peut-être aller vers certaines dérives que certains pays qui exercent le RIC, mais ne sont pas vraiment démocratiques, comme Cuba ou Venezuela, où eux, là, ils ont toute la panoplie des référendums révocatoires, mais au final, ils n'ont pas de démocratie. Mais, au contraire, on a ce référendum. Moi, j'ai un militant de l'UNL. Moi, je lui dis, écoutez, moi, je suis vraiment très attaché à la démocratie. Quand vous allez être promu par l'âge, vous allez être probablement peut-être militant à l'UNEF ou à une de ces autres organisations. Vous allez organiser des assemblées générales. Vous allez être 1000 personnes. Vous allez décider à quasiment l'unanimité qu'il faut bloquer une fac. Mais le problème, c'est qu'après, quand l'administration organise un référendum
avec une liste d'émargement totalement transparent, où il y a 80% contre les blocages, vous allez critiquer la légitimité du référendum. Donc moi, je suis totalement pour le RIC, je vous le dis. Le RIC, moi, j'ai regardé sur les différents débats, les Français, ils sont en fait assez modérés. Ils vont pas revenir en cause sur l'IVG. Par contre, si vous demandez aux Français est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une information double sur l'IVG, ils diront oui. Mais ils diront on ne revient pas sur le droit. Oui. Vraiment, le RIC permet de trancher le débat, mais par contre, il y a une corollaire. C'est que tout ce qui est gouvernement de la rue, il faut oublier. Vous avez le RIC, ça maintient l'ordre. Ouais. Et vous, je suis content de vous dire bien sûr, mais par contre, ça veut dire s'il y a 1 million de Français qui disent sur la réforme fiscale, on est contre, ils font leur pétition, il y a un débat de 6 mois. Il y a déjà le RIP. Non, mais ça, c'est une blague. Alors, Alexandre Lacroix, il faut quand même noter une chose qui est quand même symptomatique de nos 2 derniers présidents, et ça, c'est indéniable, hein, c'est les sondages qui vont très très mal. Et ça, c'est un peu sans précédent sous la Ve République, que ce soit François Hollande ou Emmanuel Macron. On a des présidents qui sont très très bas dans les sondages en tout début, dès le début de leur mandat. Comment est-ce qu'on fait quand il y a une sorte de divergence comme ça qui se fait entre les revendications d'une partie de la population ou même d'une grande partie de la population et d'autre part le pouvoir politique qui fait une politique différente de ces revendications? Le problème vient depuis le quinquennat. En fait, si vous faites une moyenne, en France, avant, on était un pays très spécial, c'est-à-dire que vous avez l'Angleterre, vous avez des élections parlementaires, aux États-Unis, vous avez les élections présidentielles. En France, vous aviez 3 types, on va dire, d'élections générales. La présidentielle, les législatives quand elles n'étaient pas corrélées à la présidentielle, sinon ça suit le mouvement comme on le voit d'habitude et c'est pas très efficace, et les référendums de responsabilité comme De Gaulle. Quand vous prenez 10 premières années de la Ve République, vous aviez quasiment une élection tous les ans, en moyenne. Vous prenez les 10 années suivantes, on a une élection à peu près tous les 2 ans. Vous prenez après la période 80-2002, c'est une élection tous les 3 ans et demi. En fait, c'est 5 ans puis 2 ans. C'était petit mandat, gros mandat. Mais à partir de 2002, maintenant, on donne tous les pouvoirs, tous les 5 ans à un président qui, il faut être honnête, quand vous prenez Sarkozy ou Hollande, en fait, eux, ils ont été élus dans des élections où il y avait une bipolarisation de la vie politique. La droite était majoritaire en 2007, était minoritaire en 2012. Et le problème, c'est que Sarkozy avait mis la barre assez à droite, il a déçu. Hollande avait mis la barre assez à gauche, il a déçu. Là, on va dans un système où on a un parti de contestation qui s'appelle le Front National, qui n'est... Rassemblement National, qui n'est, hélas, qui en tout cas ne permet pas d'avoir une vraie opposition, un vrai débat. Et du coup, en fait, ça fait qu'on refuse les référendums d'initiative citoyenne, par exemple, mais on va tourner maintenant quasiment chaque élection présidentielle en référendum pour ou contre le Front National. Donc, ça, on casse même le mécanisme de l'élection présidentielle. Et ça va aller en s'aggravant. Donc, c'est vraiment pour ça que si on est attaché à l'état de droit, et doutez bien que je suis attaché à l'état de droit, c'est mon métier, si on est attaché à la démocratie et si on est attaché au débat, il faut aller vers une solution du type RIC. Et pour revenir quand même au sujet qui intéresse les jeunes, par exemple, on sait que ce qui est revenu souvent lors du micro-trottoir, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de réagir là-dessus? Marc-Antoine, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas forcément évoquée dans le grand débat national. Si, elle est à travers une des revendications. La possibilité de baisser les impôts. Parce que oui, là, on parle de fiscalité dans ce cas-là, voilà. mais quand les gens parlent de pouvoir d'achat, c'est augmentation de... Bon, ce pouvoir d'achat, il concerne autant les jeunes que les retraités et que les actifs. Il n'a pas cessé de baisser depuis, soyons sympas, depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que avec Hollande, on a eu plus de 84, je crois, taxes créées. Macron a bien continué dans cette lignée. Les gens n'en peuvent plus. Et les Gilets jaunes, c'était ça. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils disent oui, d'accord, vous nous taxez encore plus, mais nous, on ne peut plus vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus acheter à la fin du mois de quoi manger, ou je dois choisir entre acheter des baskets à ma fille ou son goûter le soir. Voilà, c'est ça qui est arrivé. Et donc, on est à un point où l'impôt n'est plus utile et donc n'est plus très consenti. Mais alors justement, en fait, c'est là où moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, Louis, de temps en temps, c'est que d'une part, tu as une bonne partie des Gilets jaunes qui dit il y a trop d'impôts, et puis d'autre part, les syndicalistes lycéens, par exemple, ils disent il faut plus de moyens pour l'éducation. Comment on fait pour financer ça? Il y a quelqu'un qui manque dans l'équation, c'est les patrons. Alors il y en a tout de suite, là, je vois La République En Marche et les foulards rouges. Non, on est en train de dire aujourd'hui aux ménages, mais aussi aux jeunes, hein, il y a la précarité étudiante aujourd'hui qui est extrêmement élevée, on est en train de leur dire vous allez payer des impôts et ça va payer les services publics. Par contre, si jamais on regarde aujourd'hui, les actionnaires n'ont jamais fait d'aussi gros dividendes dans l'histoire. C'est impressionnant. 56 000. Voilà, c'est des milliards et des milliards. Donc en fait, alors qu'il y en a qui réussissent à s'en mettre plein les poches, et quand on regarde aujourd'hui, les 50 personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié de l'humanité,
et à côté, les personnes qui demandent les services publics et qui en ont besoin, parce que le service public, il répond à une demande d'égalité, on est tous égaux face au service public, en théorie. Aujourd'hui, le service public, il ne fonctionne pas parce qu'on demande aux ménages de le payer, mais les ménages n'ont pas assez parce qu'ils ne sont pas suffisamment impayés. C'est pour ça qu'on demande une hausse des salaires. Et d'ailleurs, je vois qu'autour, par exemple, le Rassemblement national est contre la hausse des salaires, la République en marche est contre la hausse des salaires. En fait, c'est ce que je disais avant, on ne demande pas un recul de politique, on demande un changement de politique. Si on augmente les salaires, on augmente le pouvoir d'achat. Si jamais on fait taxer les entreprises, si jamais on fait taxer les patrons, notamment à travers l'ISF, eh ben on va faire fonctionner les services publics, notamment l'éducation. Donc il suffit juste de faire payer les entreprises pour recruter des profs. Juste une petite question, vous dites qu'il faut taxer les patrons, mais sous-entendu, les patrons ne sont pas taxés actuellement? Enfin, mais aussi quel patron? Pourquoi les patrons en particulier? Il y a aussi beaucoup de fraude sociale. Non, mais quand vous pouvez voir, par exemple, que Dassault enchaîne des fortunes que moi et toute ma famille, sur toute notre génération et toute notre lignée, nous n'arriverons jamais à amasser. Vous prenez cette fortune avant, elle a payé des impôts, cette fortune quand même avant. Mais pas suffisamment. Et c'est ça que je suis en train de dire. Et vous voyez, c'est là aujourd'hui la situation dans laquelle il faut taxer jusqu'à combien? Non, mais juste un truc, c'est que les Gilets jaunes n'ont jamais dit... Sébastien. C'est mal comprendre ou avoir mal écouté les Gilets jaunes que de dire que c'était un mouvement contre les impôts. C'est pas vrai. Vous allez sur n'importe quel rond-point, n'importe quelle manifestation, justement les gens ils parlent d'impôts et c'est pas pour les baisser. L'ISF, c'est la suppression de l'ISF, c'est quelque chose qu'a fait le gouvernement, ça nous a coûté 5 milliards aux finances publiques. Le crédit impôt compétitivité emploi, c'est 20 milliards. Le crédit impôt recherche, c'est 7 milliards, etc., etc. Donc en fait, c'est pas qu'il y a trop d'impôts, c'est que ces impôts, ils sont mal répartis, c'est toujours les mêmes qui les payent. Et justement, là, on vous le trouve, le fric, pour financer les écoles. Et peut-être un dernier truc sur la question, alors il parlait des patrons, c'est une deuxième question qui a été posée, la question de la répartition des richesses. Quand on parle de l'augmentation des salaires, c'est que sur notre fiche de paye, à la fin du mois, on est un peu plus. Là, ce qui a été annoncé en début d'année, avec la prime d'activité, la fameuse prime à 1 000 €, et ben, n'importe quel salarié de ce pays à la fin du mois, quand il regardera sa fiche de paye, il ou elle se rendra compte que c'est du pipeau ce truc-là. C'est du pipeau parce que la réalité, c'est que personne ne va toucher plus. Moi, je suis réceptionniste dans l'hôtellerie, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas entrepreneur, mais je peux vous dire une chose, c'est que ma fiche de paye, elle ne va pas évoluer à la fin du mois, et c'est le cas de la plupart des salariés de ce pays. Et l'annonce des 100 € de plus que Macron a fait il y a quelques semaines, ça vous calme pas un peu? Quels 100 € de plus? Je veux dire, n'importe quelle personne regardera encore une fois sa fiche de paye. Ce n'est pas vrai qu'il y a 100 € en plus. Il y a la prime d'activité qui a été augmentée pour 1,2 million de personnes. Donc, très bien, il serait temps, mais 40 €, c'est pas ça qui va la faire sortir de la pauvreté. Et le reste, c'est des défiscalisations. C'est encore, en fait, les mesures du début d'année, c'est des cadeaux supplémentaires au patron. C'est pas ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé du salaire. À la place, il a fait des déductions fiscales. Donc, ça marque une chose, c'est que Macron, il est prêt à continuer sur sa route, sur son cap, mais en tout cas, il n'est pas prêt à nous écouter, nous. Mathieu Gariel, une ultime réaction avant de passer à la dernière partie. Est-ce qu'il n'y a pas eu, au minimum, on va dire, une sorte de maladresse du président Macron en commençant son quinquennat, de certaine manière, avec cette suppression très symbolique de l'ISF qui a fait beaucoup parler d'elle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les cahiers de doléances, il y a beaucoup de demandes de ce côté-là, du retour de l'ISF. Et dans le même temps, une absence totale, à ma connaissance, vous me corrigez si je dis une bêtise, de baisse des charges pour les petites entreprises, pour les petits patrons qui, eux, ont pris beaucoup d'impôts dans la figure ces dernières années. Et à l'inverse, tout ce qu'il y a eu finalement, c'est cette taxe de hausse sur le carburant qui a pu apparaître comme une sorte de contrepoids totalement injuste à la suppression de l'ISF, par exemple. Vous pouvez le comprendre, ça? Par contre, j'ai entendu dans les débats qu'une partie de l'administration de Bercy était un peu, contrôlait ce qui se passait à la politique du gouvernement et que potentiellement, Macron n'avait pas forcément forcé un peu la machine de Bercy à, par exemple, les 100 € d'augmentation, c'était 100 € de moins de cotisations sociales qui étaient prises par la CSG. Et tout ça, ça a été fait par morceaux, ça a été très compliqué et ça n'a pas forcément été compris par les gens parce que c'est pas clair. C'est pas clair. Et je pense qu'il y a sans cesse que les gens sont bêtes. Je ne dis pas que les gens sont bêtes. Je dis que les réformes fiscales passent les unes derrière les autres. Les gens ne regardent pas forcément
les débats du PLF. C'est très complexe. Moi, je les regarde pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'a priori, ils ne mangent pas à la fin du mois. C'est une réalité. Mais il n'y a aucun rapport. Alors, si, c'est le pouvoir d'achat. C'est peut-être un problème de compréhension. On va enchaîner parce que figurez-vous que là, on a le chat de l'émission qui est complètement spammé avec le mot RIC. Donc, on va se mettre à parler institutions, forcément. Alors, on est à nouveau allé au contact des étudiants pour leur demander ce qu'ils pensaient, quelles étaient les réformes des institutions qu'ils voyaient pour secouer notre vieille 5e République. Vous voyez ce qu'ils nous ont dit. Le vote blanc, oui, parce que c'est un vote qui exprime une idée. Si je vote pas, c'est parce que je suis en mécontentement avec le système de manière générale, parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent oui, je vote pas parce que je veux montrer que je suis en désaccord avec le système. Donc il faut en fait que les politiques se rendent compte que c'est important. Je pense pas que le référendum soit le moyen finalement le plus juste pour faire entendre des revendications, puisque ça reste quand même une question qui se répond, une question ouverte qui va se répondre de manière fermée, c'est-à-dire par oui ou par non. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance aux représentants et au système représentatif. Il faudrait peut-être revoir la Constitution, revoir les institutions et comment ça fonctionne, et revoir aussi les relations entre le pouvoir et les représentés. Comme je suis étudiant en droit, en fait, l'année dernière, on a dû proposer un projet de constitution. Ce moyen pourrait être assez intéressant pour qu'on puisse envoyer notre projet de constitution et réformer les institutions. Tu fais allusion au RIC, le référendum d'initiative citoyenne ? Exactement. Alors on le voit en fait, on a une demande de changement de la part des jeunes aujourd'hui qui sentent qu'ils ont envie de plus participer, que leur avis soit plus reconnu. Et c'est vrai que l'ILAFA, là, dans le chat, on a tout le monde qui nous dit ric, plus de démocratie participative. C'est quand même un thème qui revient énormément, Alexandre Lacroix. Il faut bien distinguer démocratie participative et RIC. Démocratie participative, c'est le grand débat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est la démocratie communicationnelle, tout le monde piaille, blablabla. Et au final, la décision, ce sera quand même l'administration Emmanuel Macron qui la prendra. Donc ça, c'est, je ne veux pas dire une fraude, mais c'est secondaire. Très honnêtement, il y a des constitutionnalistes comme Dominique Rousseau qui sont fans de ça, mais au final, si les gens y parlent, ils apportent leurs revendications et qu'au final, le gouvernement... un petit amendement à ce qu'il avait prévu et qui ne prend pas de décision, c'est pas très utile. Par contre, effectivement, le RIC, vous avez pu déjà voir ma position, on est en démocratie. Quand on voit tous les systèmes qui sont des pays assez proches du nôtre, l'Italie, c'est quand même la même population que nous, une culture très proche, la Suisse, c'est à côté, les États-Unis pour la moitié des États. Tous les systèmes ces systèmes-là ont un gouvernement représentatif qui fonctionne, sans problème, et c'est ça par exemple, vous voyez la Suisse, c'est vraiment un pays fascinant. Tout à l'heure, on parlait avec le représentant des gilets rouges, les foulards rouges, pardon, excusez-moi, qu'on n'avait pas la culture suisse, c'est exact, mais la culture, ça s'apprend. Il y a quand même un phénomène qui est absolument incroyable en Suisse, c'est que par exemple, quand c'est Louis, c'est ça, si demain Louis va faire, il y a un RIC qui va faire une pétition, il va organiser un débat au sein de son association, de son parti, je ne sais pas, par exemple, pour augmenter les impôts, l'ISF et augmenter les impôts sur tout le monde ou par exemple sur l'immigration, il va inviter, et c'est ce que font actuellement, enfin ce que faisaient par exemple les jeunes socialistes suisses sur certains débats, son opposant pourtant le plus entre guillemets venimeux, c'est juste comme ça serait perçu, à savoir Marc-Antoine qui est en face, et Marc-Antoine par exemple viendra présenter son point de vue. Ils ont cette culture-là en Suisse. Alors nous, c'est vrai, on l'a pas du tout, mais là pour l'instant ce qu'on a, c'est qu'on a une culture de la casse, et surtout, et c'est vraiment pour ça quand même que, paradoxalement, je suis peut-être avec la table, on va dire, des plus conservateurs, c'est quand même le RIC, ça permet de rétablir. Alors moi, je tiens à dire quelque chose. Ça vient, on va dire, du cœur. Quand je vois un gilet jaune qui est un père de famille pompier, père de famille de 3 enfants, pompier volontaire qui se prend un flashball et qui est dans le coma, oui, peut-être qu'il a exagéré, qu'il n'aurait pas dû... Enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais moi, voilà, là, clairement, ça me choque. Qu'il soit dans cette situation. Le boxeur qui a attaqué, il fait qu'il n'aurait certainement pas dû faire ça. Moi, je le défends et je défendrai toujours les forces d'ordre. Néanmoins, il s'est tout de suite rendu et il s'est excusé. Et on lui a mis un enfer, mais c'est inadmissible quand quelqu'un se rend et s'excuse comme ça, de lui mettre une telle punition. En revanche, et j'en parlais tout à l'heure, par exemple, des assemblées générales étudiantes, l'inverse, ça veut dire que ce genre de démocratie repose sur l'état de droit et que par conséquent, si après il y a le bordel, ou si après il y a des blocages, par exemple, et moi c'est vraiment l'exemple universitaire et flagrant, l'année dernière, dans la moitié des universités, on avait des assemblées générales où il y avait 700 personnes
qui votait oui, à l'unanimité pour les blocages, qui interdisait les représentants de l'opposition. Après, on faisait un référendum, par contre, 80% de non, et ils continuaient à bloquer. Alors là, par contre, les coups de flash qui partiraient, là, je n'aurais pas la même compassion que j'ai pu l'avoir pour... Mais alors, justement, en fait, s'il y a aussi cette radicalité chez certains Gilets jaunes aujourd'hui, un des arguments qu'ils emploient, là, par exemple, on a Soso sur Facebook qui nous le dit, on est dans une démocratie qui va dans le même sens depuis 50 ans, dit-elle. C'est vrai que, par exemple, on a une illustration au début des années 2000, quand il y a eu, par exemple, le référendum sur la Constitution européenne, le peuple français s'est exprimé. Après, la démocratie, représentative s'est exprimée dans le sens contraire des citoyens. Après, forcément, les gens n'ont pas l'impression d'être consultés. Il y a quand même, néanmoins, il faut toujours apporter, ça ne va qu'atténuer, parce que sur le principe, c'est quand même, c'était flagrant. 90% des parlementaires avant le TCE en 2005 votent pour le TCE, 55% des Français votent contre, donc déjà on voyait clairement la disjonction. Et après en 2008, c'est validé par le 3/5e. Néanmoins, quand même une petite, il faut rappeler que Nicolas Sarkozy, dans sa campagne en 2007, avait clairement dit qu'il ferait ça, ainsi que sa majorité présidentielle. Donc les Français avaient quand même voté clairement pour ce candidat en connaissance de cause. Ceci étant dit, évidemment, ça pose un problème. Parce que ça veut dire qu'on doit prendre tout le programme d'un candidat. Voilà, et justement, on a des gens, justement, par exemple, sur Twitter, qui nous disent, Mathieu Gariel, il faut la validité du vote blanc pour éviter les erreurs de casting. Sous-entendu, pour que les gens qui essayent de faire passer tout le package de leur désirata, quand ils sont au pouvoir, alors que peut-être que les gens n'ont pas voté pour l'intégralité de leur programme, ils ne puissent plus le faire. Voilà. Quel est leur niveau de légitimité ? Discutons-en. Ça a été, Emmanuel Macron l'a dit. Il a dit le vote blanc, pourquoi pas ? Peut-être qu'on peut le reconnaître. Il y a tout un volet citoyenneté, participation, vote. Je pense qu'on peut en débattre. On avait dit pendant la campagne qu'on était favorable à plus de proportionnel pour les élections législatives. J'ai toujours été pour qu'il y ait plus de proportionnel, parce que je suis d'accord, par exemple, que le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, n'a pas forcément autant d'élus qui les représentaient dans la population. Et à la fin, ça créera des problèmes. Ça en crée. Mais je pense qu'il faut... la réforme des institutions, c'est une base. Les institutions, c'est ce qui nous fait fonctionner. C'est tous les jours, et c'est une base. Et si cette base ne fonctionne pas, le reste ne fonctionnera pas. Pour rester sur l'Assemblée nationale, nous, on est pour une proportionnelle intégrale avec, comme ce qu'il y a dans les conseils régionaux, une prime majoritaire pour garder une forme de stabilité. Moi, j'irais même plus loin, c'est qu'il faut aller voir le Sénat. Le Sénat, il est aujourd'hui élu par des grands électeurs. Aujourd'hui, les gens, ils se disent, le Sénat, oui, c'est sympa, c'est une maison de retraite de luxe. Changeons cette maison. Faisons de cette institution un vrai représentant des territoires, mettons 2 sénateurs par département, élus tous les 9 ans, on garde cette longueur par le peuple directement, vous aurez un côté le représentant des citoyens directement avec une proportionnelle à l'Assemblée nationale, et de l'autre, un Sénat représentant les territoires, et donc plus seulement la capitale, élu directement par le peuple. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Marc-Antoine, effectivement, sur Facebook, on a Marie-Lou Folana qui dit « Je me demande pourquoi nous votons pour des députés puisque la transmission ne se fait pas ». Donc on voit quand même que là, il y a un défaut de... les gens ne se reconnaissent pas, en fait, dans ceux qui sont censés les représenter. Il n'y a plus de contact. Alors les députés En Marche, qui sont ultra majoritaires, les 3/4 ont peur de sortir dans la rue ou de travailler. Ceux qui... je vais prêcher pour ma paroisse, sont du Rassemblement national, ils sont représentés par 7 députés et qui ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Du côté... ils ne font pas grand-chose d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas de groupe. Parce que les institutions comme ça. On ne peut pas agir. Juste une petite précision. 42%, c'était le taux de participation au second tour des élections législatives. Donc, justement, par rapport aux législatives, est-ce qu'il y a un problème de temporalité par rapport aux présidentielles, en fait ? Ce qui se passe, moi j'ai une expérience personnelle pour avoir été impliqué dans une campagne législative. Je le vois clairement, je l'ai vu clairement, c'est qu'en plus de ça, on a une campagne présidentielle qui a été très centrée sur l'affaire François Fillon, donc qui forcément renvoyait on a une affaire présidentielle une campagne présidentielle qui a envoyé une très mauvaise image de la politique. Après, on fait passer des lois de moralisation qui n'aident pas à la chose. Et les gens, à la fin, étaient dégoûtés.
Et c'est ce que je vous ai dit, 42% au second tour d'une élection législative qui est censée être, avec l'élection présidentielle, l'élection fondamentale, 42% des Français sont allés voter au second tour des élections législatives. Et c'est vrai que quand on me dit il y a un système représentatif, le référendum, non, pas... Oui, mais les élections législatives, les lois sont votées par des députés. Je crois que c'était Simeoni, qui était le président de l'Assemblée de Corse. On lui avait dit, mais votre Assemblée est élue avec 55% de participation, qui avait ironisé en disant, oui, mais l'Assemblée nationale est élue avec 42%. C'est quand même, on est quand même une grande démocratie où on a ce paradoxe où l'élection présidentielle, on a 80%. Et forcément, quand on met de participation et quand on met juste après l'élection législative, elle est balayée. C'est cette habitude qu'il y a depuis 2002, c'est-à-dire que les gens commencent à avoir cette idée, je choisis un président, du dans coup, la suite, en fait, on vote vraiment une fois tous les 5 ans depuis 2002, là où avant, on est arrivé, comme il y avait deux temporalités, celle du mandat présidentiel et celle de l'Assemblée nationale, plus les référendums sous De Gaulle, on arrivait à avoir des élections que j'appelle générales tous les 2-3 ans, et c'était bien mieux. Alors, l'une des demandes qui revient le plus souvent dans les cahiers de doléances, c'est justement la réduction du nombre de parlementaires. Comment on fait pour avoir une démocratie forte qui fonctionne bien si on réduit le nombre de personnes en fait, qui est censé mettre en place ce que le peuple demande? Comment on fait ça? Enfin, Juste un truc, c'est que... Et après Philippe? Je pense que si les gens ont massivement demandé le RIC, c'est aussi parce qu'il y a un moment, ils ont envie de faire sans les politiques. Et que ce soit les citoyens directement qui prennent part au débat, décident, sont à l'initiative. Et si les gens veulent faire sans les politiques, c'est aussi parce que les politiques ne nous ressemblent pas. Moi, je suis réceptionniste, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi le pourcentage d'employés? C'est quoi le pourcentage d'ouvriers à l'Assemblée nationale? On a un monde politique, et Macron était censé renouveler ça, on constate amèrement que ce n'est pas le cas, qui est en déconnexion totale avec ce qu'est la population, mais dans ces situations sociales même. Donc, ça dépasse aussi le RIC. Dans le mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de gens revendiquent une 6e République. On n'est pas tous d'accord sur comment le faire. Non, dans le mouvement des Gilets jaunes. Et on n'est pas tous d'accord sur comment le faire, sur quelles réformes institutionnelles il faut faire. Mais une chose est certaine, c'est que nos réformes institutionnelles doivent viser à avoir des élus plus représentatifs socialement dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours de la population française. Il nous reste peu de temps. Un mot de Louis. Moi, ce qui me marque, c'est qu'il y a que Sébastien, en fait, qui a touché sur le bon mot. On était là à débattre de comment est-ce qu'on faisait et qu'on arrangeait les choses pour avoir une vraie démocratie. Mais en fait, une élection, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen pour poser une idée derrière. Et c'est ça aujourd'hui qui manque. Il n'y a plus l'idée. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on nous vend la même idée, mais avec seulement l'étiquette différente, avec le Parti socialiste d'un côté qui a fait exactement la même chose que les partis de droite à l'époque. Et aujourd'hui, les gens ne se sentent plus représentés par les politiques qui sont censés porter une idée. Et moi, je m'inquiète aujourd'hui du paysage politique en France parce que, j'en ai discuté avec quelqu'un et je trouve que c'est bien représenté ici. C'est un peu la politique du bon, de la brute et du truand. Vous avez le bon ici qui, En Marche, qui est responsable d'ailleurs de tous les maux, qui vient vous dire mais oui, on vous comprend, il y aura un dialogue, il y aura un grand débat. Vous avez la brute derrière qui vient vous dire mais oui, non mais il faut respecter l'état de droit. Bon, on oublie quand c'est la police qui tire sur des lycéens à coups de flashball, mais nous sommes la vertu. En fait, c'est ce qui est dit et surtout qui derrière défend des intérêts politiques. La plupart des foulards rouges sont En Marche. Toi-même, on le voit sur Twitter, les vidéos pour En Marche. Et derrière, ce qui m'inquiète le plus, c'est il y a le bon, la brute et surtout il y a le truand, parce que derrière il y a le Front National qui monte. Et ça, c'est quelque chose dont on en parle beaucoup trop peu. Et ça devient inquiétant. Et c'est justement que ça embête beaucoup la gauche. Il nous reste plus que 2 minutes. On va vous poser une dernière question pour conclure l'émission. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend de ce grand débat? Est-ce qu'on attend un référendum, une modification de la Constitution? Qu'est-ce qu'on attend de tout ça? Philippe? Alors moi, je voudrais terminer effectivement sur ce qui a été dit aussi, c'est-à-dire que nous, moi je vais parler à mon nom, puisque effectivement c'est un débat qu'on a en interne qui n'est pas statué, mais je pense qu'effectivement la démocratie, à titre personnel, elle est en crise aujourd'hui, on le voit, il faut qu'elle respire. Ça, effectivement, je rejoins quand même les remarques qui sont faites là. Je pense que l'idée du vote blanc, je vais juste revenir là-dessus, je pense que pour moi c'est une bonne idée, mais par contre ça veut dire que c'est aussi des devoirs. C'est-à-dire que moi je serais plutôt de dire ok pour le vote blanc, ok pour plus de proportionnel, mais en contrepartie, moi je serais pour l'obligation du vote par exemple. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste dire on critique le système, etc., et ne pas être responsable. Et donc sur le grand débat national, effectivement, je pense que moi, à titre personnel, là où il faudrait que... Comment? Je vais conclure, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que ça débouche sur des solutions, que ça soit aussi sur des solutions sur la démocratie, sur les institutions, puisque effectivement, on touche déjà à changer un peu notre modèle institutionnel, et je pense qu'il y en a besoin. Voilà, ça c'est à titre personnel. Pour conclure, un mot de conclusion, parce que vraiment il nous reste très peu de temps. Mathieu Gariel, faut-il un référendum? Oui, non?
Pas forcément. Pas forcément. Alexandre Joker. Alexandre Lacroix. Référendum, donc oui ou non? Évidemment, évidemment. Évidemment, Alexandre Lacroix. Marc-Antoine Ponel. Ça dépendra sur quel sujet. D'accord. Sébastien? Je me fais pas trop d'illusions de ce qui sortira, donc... Mais référendum, alors, il faut un référendum ou pas? Ouais, si c'est pour voter sur des broutilles, je vois pas l'intérêt. D'accord. Louis Boyard? Ça ne nous concerne pas. Quand on a 16 ans, on n'a pas le droit de voter. Ça aussi, c'est une question qu'il faudrait se poser. Et ensuite, on pourra aller dresser la parole aux jeunes et se demander pourquoi ils ne participent pas. Eh ben, c'est une belle conclusion. On va finir là-dessus. Merci beaucoup pour vos participations à cette émission. Merci aussi à tous pour avoir participé sur le hashtag RT Open Mic. Et puis, une petite note de fin. Il y a eu 6 hommes sur le plateau ce soir. Le plateau était très masculin ce soir, mais je vous promets, je m'engage à y remédier pendant toute la saison. Voilà, promis, il y aura plus de femmes. Allez, à la prochaine.